T'as vu le retard qu'on a déjà? Genre c'est ma faute. Attends, tu te fous de moi? Attends! Émile! Oh! Arrête ton cirque! C'est quoi ton problème? J'ai pas envie! C'est une mutation, c'est un phénomène récent, complexe, et j'admets volontiers, on comprend pas tout. C'est ta mère, Émile. Ça t'a fait quoi quand maman elle a commencé à changer? Faut me faire confiance. On va la retrouver. Les recherches commencent à peine. Ça va aller. Il y a des survivants. J'en ai vu hier soir. T'as peur des créatures? Faut apprendre à vivre ensemble. Faut pas avoir peur. Si on t'attrape, c'est terminé. Tu seras tout seul. Tu comprends ça? Eh bien, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Après quelques soucis techniques, voilà, on revient sur la discussion autour d'un film que je voulais vraiment revenir, car j'en ai pas encore parlé, et dont j'ai eu un véritable coup de cœur et qui s'appelle Le règne animal. Et avec moi, pour cette discussion, j'ai invité Stéphane. Salut Stéphane. Salut Peggy, merci beaucoup de m'inviter. C'est un plaisir et un honneur d'être sur ta chaîne de nouveau, donc merci beaucoup. Ah bah, plaisir largement partagé. C'est vrai que tu es apparu pour la première fois un peu sauvagement sur ma chaîne. Tu es apparu lors d'un de mes lives, on t'a dit allez, viens, et puis t'es venu. Par l'intermédiaire de notre ami Samir, que l'on salue. Tout à fait. Et depuis, c'est vrai qu'on est resté en contact, on aime parler de cinéma. Et c'est vrai que je crois que nous deux, on a beaucoup aimé le film La règne animal. Du coup, c'est pour ça que je voulais partager cette discussion avec toi. Donc, merci beaucoup de l'avoir accepté. Ah ben, merci de m'accueillir. Et est-ce que toi, tu peux déjà nous dire aussi ce que tu as ressenti avec ce film? Bah, écoute, c'est un film qui, comme toi, m'a beaucoup touché déjà, qui m'a permis de découvrir le réalisateur, de bifurquer vers son premier film par la suite aussi. Et c'est un film que je trouve assez brillamment construit, en fait, bien écrit, avec une bonne direction d'acteur, qui soulève des thématiques qui sont très intéressantes, très actuelles, qui possèdent plusieurs grilles de lecture qui sont intéressantes, qu'on va essayer d'explorer aujourd'hui, et qui restent extrêmement touchants, autant au niveau des thématiques intimes qu'ils comportent que de leur juxtaposition avec des thématiques plus globales, en fait. Donc, et comme tu me disais, c'est vrai que, comme on disait, déjà le film Combattant, c'est un film qui date il y a 10 ans. Il parlait déjà du coronavirus. Quand j'ai revu ça, ça m'a mis un peu une claque dans la figure. Parce que c'est vrai que ce film-là aussi me rappelle ce qu'on a vécu avec le Covid. Mais c'est vrai que, et du coup, ça, tu vois, je ne savais pas quand il m'a dit qu'en plus, il avait fallu arrêter la production. Parce que c'est ce que tu me disais, que ça rejoignait un peu trop à un moment donné la réalité. Et c'est vrai que ça fait ça. Et non, c'est vrai que ça peut se comprendre parce que ça fait tellement ça. C'est voilà, toutes ces questions, c'est vrai qu'on a tendance à très vite oublier quand on a vécu quelque chose comme ça. Voilà, où on a vu le monde s'arrêter. Moi, c'est ce que je dis. J'ai vu 2 fins de monde dans ma vie. C'est le 11 septembre et puis le Covid. Quand le monde s'arrête comme ça du jour au lendemain, où tout s'effondre comme un château de cartes, c'est assez impressionnant. Et c'est vrai, toute cette peur qu'on avait envers les autres, etc. Et c'est vrai que la force de ce film, c'est justement de ne jamais en faire trop. C'est vraiment la force qu'il a mis avec ce film. Ouais. Et puis justement, ça, le fait de ça nous rattache au réel finalement. Même si comme tu le dis, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'interviews qui ont abordé ce parallèle avec ce qu'on a vécu avec le coronavirus. Mais oui, effectivement, Thomas Caillat avait écrit l'histoire avant que le virus ne nous impacte. Et oui, le film, la production a
a failli s'arrêter justement quand la réalité a trop rejoint la fiction, mais ça nous permet nous d'avoir en tête justement ces parallèles sur l'acceptance, sur le confinement, sur la manière dont on regarde les autres et dont cette différente approche impacte notre société également, puisque ce que l'on en a gardé finalement. Ouais, tout à fait, c'est ça, oui, parce que c'est vrai qu'il y a une grosse critique, voilà, sur le côté de l'autre, ça c'est clair et net. Le côté aussi avec les personnes âgées, en fait, c'est ça, comment vivre ensemble, à la fois cette jeunesse qui, lui, est prête à accepter de vouloir vivre avec ces créatures, et par contre, les autres qui les rejettent parce que, bon, on ne sait pas trop ce que c'est. Parce que c'est vrai qu'on peut appeler quand même ce qu'a raconte l'histoire, donc on est dans un monde apocalyptique et on ne sait pas trop comment ça se passe. Et puis, il y a ce virus qui a atteint l'humain et qui nous transforme en animal. Donc, du coup, c'est vrai que c'est comme un tout nouveau virus qui arrive, comme ça, d'un seul coup, du jour au lendemain, qui nous effraie, qui nous fait peur. Et que du coup, on essaye de trouver une solution pour vivre loin de tout ça. Et c'est vrai qu'à chaque fois qu'on trouve une solution, le plus souvent, c'est de les enfermer, alors que justement, c'est pas toujours bon, quoi. Et c'est vrai que ça, j'aime beaucoup aussi tout le questionnement de l'enfermement, voilà, de la peur, la différence. Et ça m'a plu. Voilà, j'ai regardé quelques interviews de Thomas Caillet et ça m'a rassuré que lui-même, il le dit, bien sûr que ça n'a pas de la différence parce que je l'ai rarement entendu dans les autres critiques cinéma. Et c'est vrai que moi, ça m'a rassuré qu'il ait dit parce que, ouais, il y a vraiment de ça quand même. Oui, non, c'est ça la force du film, c'est justement d'avoir ces différentes grilles de lecture. Ouais. Et je trouvais que c'est quand même très juste et très pertinent de ta part de remettre la bande-annonce avant notre discussion aussi, parce que finalement, on se rend compte que les morceaux de dialogue qui sont diffusés dans la bande-annonce donnent un peu le ton du film, quoi, où on parle d'acceptance, d'évitement du rejet de l'autre, de l'importance de la cellule familiale, des liens qui se font et se défont face à un contexte qui est que je qualifierais peut-être pas forcément d'apocalyptique, mais disons que c'est une apocalypse normalisée d'une certaine manière. Ouais. C'est quelque chose qui c'est vrai qu'on s'est habitué à vivre avec, quoi. Mais voilà, exactement. C'est ça. Ouais. Mais vas-y, si tu veux continuer, vas-y. Ouais, je trouve que l'un des points forts de Caillet aussi, qui était déjà un petit peu présent dans Les Combattants, c'est que, mais là, qui l'est encore plus, je trouve, c'est cette décision assez intelligente qu'il a eue de commencer le film alors que la situation est déjà établie, quoi. En fait, on n'a pas de panneau explicatif en début du film en disant, voilà, en nous situant quelque part dans le temps, en nous expliquant comment ce nouveau virus est intervenu. On est directement dans l'action, quoi. Dès la première scène d'embouteillage où Émile quitte la voiture de son père et comme on voit dans la bande-annonce, ils font face justement à ce surgissement d'un être qui est d'une victime qui est déjà atteinte par ce virus, que le spectateur ne connaît pas encore. Et je trouve que justement ça permet de nous placer directement dans le contexte. Ça permet d'éviter beaucoup le superflu aussi. Ouais, et ça, c'est une décision que j'ai trouvée assez pertinente de la part de Thomas. Et puis on voit déjà aussi le conflit entre le père et le fils, qui ne sont pas de la même génération. Et c'est vrai que ça implique déjà beaucoup de choses dans les premières scènes qu'on voit. Et moi, c'est vrai que, alors ça, c'est mon interprétation, mais c'est vrai que le personnage fixe, tu vois, me fait penser à un gueule cassée. Quand il parle après de la chirurgie esthétique et puis qu'en fait, les premiers militaires, enfin, ceux qui ont vécu la Première Guerre mondiale, voulaient fuir parce qu'ils se trouvaient horribles avec toutes les bombes qui s'étaient prises sur les bombes, sur la tête et qu'après, ils essayaient de se faire soigner par les médecins et qu'ils essayaient de leur faire des chirurgies esthétiques. Moi, c'est fixe, voilà. Si j'avais une question à Thomas Caillet un jour, après, sur cette métaphore-là, est-ce que le personnage fixe n'est pas une gueule cassée, qui n'a dit jamais rien, mais par le dialogue qu'il a à un moment donné avec justement Émile, moi, ça me fait vraiment à chaque fois penser à une gueule cassée. Mais c'est ça, c'est la force de ce film, c'est qu'on peut tellement se l'approprier avec tous les thèmes qu'il aborde. C'est vraiment, on peut se l'approprier comme on veut. Et comme tu dis très bien, aussi le côté où c'est pas explicite, donc on peut vraiment continuer à s'imaginer
dans l'univers où il nous embarque, en fait, c'est ça, il nous embarque vraiment dans son univers à lui, et on peut, c'est ça, continuer à voyager. Et moi, justement, c'est ce que j'aime dans ce genre de film, c'est justement ceux qui ne donnent pas trop d'explications. Voilà, parce qu'on a tendance à vouloir toujours tout savoir, et lui, c'est vrai qu'il laisse vraiment à chaque spectateur, en fait, s'approprier l'histoire, quoi. Oui, il y a une place, il y a une conscience du spectateur, quoi, finalement, qui était aussi déjà présente dans son premier long métrage et qui permet justement d'explorer plusieurs grilles de lecture, hein, comme tu le dis, on l'a vu dans le cours des interviews qu'il a données, notamment celle qu'il avait donnée à France Culture. Il avait défini 3 axes principaux, mais je pense qu'on peut même aller au-delà de ces 3 axes. C'était la relation père-fils d'abord. Qui est présente dès la première scène, l'idée de l'acceptance et de la différence, et puis l'impact, le côté sociétal finalement d'un tel phénomène. Donc quels sont c'est là aussi que je trouve que le film s'inscrit dans des problématiques qui sont très actuelles, quoi, non seulement qui reflètent ce qu'on a pu vivre dans la période de coronavirus, mais aussi ce à quoi on fait face avec la crise climatique actuelle également. Donc il y a l'intelligence de Thomas Caillet, c'est aussi de parvenir à placer son long métrage dans des problématiques et des thématiques qui sont très très actuelles. Ouais, tout à fait, et sans jamais en faire trop. C'est ça qui est bien, c'est que c'est ça, on se penche dedans, on peut se poser des questions. Et puis, cette énorme critique qu'il fait, où effectivement, quand on se retrouve face à ce genre de situation, c'est qu'on envoie toujours justement les forces de l'ordre, la police, alors qu'on aurait plus besoin de pompiers, de médecins. Et ça, je trouve aussi son intelligence à travers les dialogues, de pouvoir s'en moquer, en fait, d'en faire une satire pour montrer à quel point l'humain peut être même vraiment incontrôlable, mais même dans les besoins humanitaires, par les forces, justement, les forces d'ordre et tout ça. Et c'est vrai que ça, on l'a vécu. Hein. Moi, je me souviens, quand j'allais faire ma prise de sang contre le Covid, il y avait tout. Hein. Il y avait l'armée, il y avait les ambulanciers, les pompiers. Et tu dis, ah oui, non, mais ça, on voit que ça que dans les films. Et non, et là, c'était dans la réalité. Et c'est vrai que c'est pour ça qu'en fait, j'aime beaucoup aussi l'écriture de ces personnages, même si on peut y retrouver quelques défauts, mais ils ont tous un rôle important. Même finalement la flic, finalement, qu'on critique beaucoup, qu'on dit qu'elle est mise à l'écart, mais quelque part, c'est aussi dans la réalité. Hein. En fait, on les a mis là, mais quelque part, ils ne servaient à rien, ils étaient beaucoup à l'écart. Et c'est vrai que c'était pas forcément d'eux en premier lieu qu'on avait besoin d'eux, mais ils étaient là aussi parmi nous, quoi. Donc, je trouve que même aussi la présence de la police est une belle représentation de ce qu'on a vécu, en fait, dans la réalité. Je sais pas si tu l'as ressenti comme ça aussi. Oui, je pense que comme tu le dis, c'est il y a une volonté qui est souvent réactive, quoi, finalement, de la part de la société, qui du fait que l'on ne comprend pas une situation qui nous tombe dessus de façon un peu fortuite comme celle-ci. Là, en plus, en l'occurrence, on a comme on l'a dit au début, on ne connaît pas le contexte, on ne connaît pas dans quelles circonstances cette nouvelle maladie est apparue aussi. Donc, il y a tout de suite du fait de la non-compréhension de ce qui se passe très exactement, même on le voit, les médecins au début du film, dans la scène où François et Émile vont visiter la mère d'Émile, on sent que le corps médical est encore dans une exploration des causes et des possibles traitements de la maladie en tant que telle. Mais cette méconnaissance-là, en fait, elle crée justement une espèce de confrontation, de réaction, de répréhension et d'enfermement de la part des corps autoritaires sociaux, quoi, finalement, qui sont très semblables, oui, comme tu le dis, à ce qu'on a pu vivre pendant la pandémie, malheureusement. C'est clair. Et puis en plus, Émile le rappelle très bien, hein, quand justement en rendez-vous avec la docteure. Mais on n'a pas réussi à tout soigner, hein. Hezbollah, les autres maladies qui citent. Mais c'est vrai que c'est exactement ça, et c'est pour ça dès que quelque chose de nouveau en fait arrive, on a tous très peur, quoi. Donc et puis jamais en faire trop, quoi. Justement, je trouvais que le rythme était vraiment bien pour ça, c'est-à-dire que il y avait un coup une scène d'accent, un coup un moment de calme. Je sais pas comment expliquer, mais c'est vrai que c'était à chaque fois pour la continuité de l'histoire.
et sans jamais en trop en rajouter, quoi. C'est vraiment, en fait, la force de ce film. Je sais pas si tu as ressenti la même chose. Ouais, ben ça, on peut peut-être un peu parler du style de mise en scène de Caillet aussi, mais il a un parcours assez intéressant, Caillet aussi, parce que c'est pour ça aussi que je te remercie de m'inviter, parce que c'est assez agréable de parler d'un réalisateur qui n'a pas une grosse expérience aussi, quoi. On recherche toujours finalement ce qui fait d'un cinéaste un auteur en essayant de trouver des thématiques communes de film à l'autre. Ce qui peut être très exhaustif quand on a un cinéaste qui a une longue filmographie. Là, on en est qu'à son deuxième long métrage pour Thomas Caillet. Donc, il y a encore beaucoup à découvrir du cinéaste. Et donc, on peut, et je pense qu'on va faire des parallèles avec Les Combattants, son premier film. Mais ce qui est intéressant, c'est voilà, vers quoi ce film va nous ouvrir par la suite dans la carrière de Caillet, finalement. Ça qui va être intéressant. Donc, et puis, d'autant plus que lui, il y a eu une interview lors de la sortie du Règne animal en DVD à la boutique Potemkin à Paris. Je ne sais pas si tu l'as vu, l'interview est disponible sur YouTube, où justement il parle un petit peu de son parcours. Lui vient donc après le bac, il cherchait un peu jusqu'à ses 25 ans. En fait, il a fait une école de commerce. Il a fait Sciences Po d'abord, ensuite une école de commerce à Nantes, si je me trompe pas, avant de bifurquer vers des travaux différents. Il a travaillé dans l'audiovisuel, il a travaillé dans une petite société de production pour des films documentaires, pour Arte notamment. C'est vrai qu'on voit qu'il a la notamment. maîtrise. Ça, on voit quand même qu'il a quand même la maîtrise pour réaliser ces films. Et pour l'écriture aussi, même si ces deux films, il les a co-scénarisés avec d'autres auteurs, Claude Lepape pour le premier, puis Pauline Meunier pour celui-ci. Mais à la base, c'était ça son objectif. Quand il est rentré dans la FEMIS en 2007, si je me trompe pas, il s'orientait plutôt vers le scénario plutôt que la réalisation, quoi, qui pour lui avait un côté un peu technique qu'il avait du mal à aborder. Puis finalement, il a réalisé que la réalisation, c'était surtout un rôle de chef d'orchestre d'une certaine manière. Et c'est ça que l'on peut voir dans le Règne animal, c'est qu'il a justement su tirer parti de tous les artisans du film. Et puis ça s'est traduit jusqu'au César récemment. On a eu quand même beaucoup de Césars techniques, le film. Je crois que c'était montage, musique, son. Et le décor aussi. Décor également. Ouais. Donc, il faut savoir que le décor, c'est réel, comme il dit dans les. Ça, c'est vrai que je n'avais pas remarqué spécialement au premier visionnage. Et non, ça, j'adore quand justement les réalisateurs arrivent à faire ça, à mettre ensemble l'histoire et l'image, et pas l'inverse comme on peut trouver souvent, ou alors certains qui disent, bon, après, c'est chacun sa manière, bien sûr, de travailler, mais comme il y en a qui disent, non, moi, le scénario, c'est vraiment secondaire et je préfère mettre, ce qu'on appelle des films plein la vue, quoi. Mais c'est vrai que ça, je trouvais que vraiment, c'est enfin un réalisateur qui a réussi à mettre les deux et pourtant, tout en laissant, c'est ça, une ouverture à l'imagination de comment se l'approprier par le spectateur. Et ça, c'est vraiment la force du film. Et enfin, quelqu'un aussi, finalement, qui me fait dire qu'on peut finalement mélanger deux genres en même temps, c'est-à-dire à la fois le film politique et social et le film horreur fantastique, alors que très souvent dans les films horreur, on n'accepte pas que parfois ça peut être aussi une satire complètement sur la société, la politique, et lui il a réussi, je trouve, à prouver que si c'était possible en fait, finalement, de le faire. Il y a le mélange des genres qui est intéressant au film, parce que je pense pas qu'on puisse le limiter justement à simplement un film fantastique ou simplement un drame familial également. Il y a vraiment plusieurs couches. Après, j'étais curieux de connaître ton opinion là-dessus, mais je trouve que justement on a beaucoup abordé cet aspect fantastique du film, ou cet aspect d'anticipation tout du moins, en le présentant un petit peu comme une exception dans le cinéma français en fait, comme si ce film pouvait représenter un nouveau point de départ vu son succès. Le film a quand même très bien marché pour une nouvelle phase du cinéma français, alors que je trouve que d'une certaine manière c'est pas totalement faux, mais Caillet en a conscience, quoi, en fait, et il s'inscrit justement dans un mouvement qui est déjà présent depuis un certain moment. Je veux dire, si Grave de Ducournau, ça date quand même déjà de 2016, si je me trompe pas. On a eu quand même Duris avait joué dans la nuée, si je me trompe pas. Oui, tout à fait.
Ouais, Il y a eu ouais. des films comme Acide récemment, mais même cette phase assez récente de, bah, je sais pas, il y a peut-être un engouement ou une facilité plus grande de la part des producteurs à accepter ce type de projet. Mais finalement, le cinéma français a été traversé par le genre depuis, Oui, je sais pas oui. moi. Oui, il y avait même Obtention Voilà, depuis bien plus longtemps. bah, même bien avant, je disais, si tu Ouais. veux. Enfin, bon, après, le débat peut être très long là-dessus, mais enfin, Franju avec les yeux sans visage, c'est quoi? C'est 60, je crois, ça, Ouais, c'est vrai. c'est déjà un petit peu du genre. Les années 70, le cinéma français était très marqué par le cinéma policier, qui peut être qualifié de cinéma de genre aussi. Donc voilà. Puis même, on a eu plusieurs exemples dans les années 80, 90. Et puis là, c'est vrai qu'il y a peut-être la différence, c'est que c'est une génération de cinéastes qui sont un peu moins établis, quoi, qui viennent, qu'on fait peut-être un ou deux courts-métrages et qui ont la capacité et puis la volonté et l'enthousiasme pour créer des films dits de genre, en fait, dès leurs premiers essais, quoi, finalement, leur premier ou leur deuxième essai. Ouais, Mais moi, je dirais quand même qu'ils ont réussi depuis Grave à amener une certaine modernité que je ne trouvais pas spécialement dans les plus anciens. Ou alors, en fait, la force, moi, je trouve, de Grave et donc de Titane et celui-ci, c'est ça. C'est ce mélange à la fois qu'on peut être engagé, enfin, que c'est politiquement engagé. Parce que c'est pareil, un Titane, c'est la représentation du corps, elle joue aussi beaucoup dessus. Du porno et puis tout l'aspect que ça fait aussi dans le côté société, être accepté par les autres, etc. Et ça, je trouve que c'est quand même une certaine modernité que je trouvais pas forcément dans les autres. Et après, c'est clair qu'il faut voir dans l'avenir s'ils vont bien vieillir, parce que ça, c'est toujours le problème. Voilà, ça paraît impressionnant sur le moment, mais est-ce que dans 10 ans, ils seront toujours aussi agréables à regarder? Ça, c'est la grande question. Mais ouais, ils ont quand même su amener quand même une certaine modernité, moi, je dirais quand même, par rapport à l'écriture aussi du scénario, par l'implication des personnages, et surtout, je crois aussi avec le spectateur. Parce que c'est vrai que des fois, on a tendance à mettre le spectateur de côté, alors que là, je trouve que justement, dans ces films-là, ben, on est vraiment dedans, et c'est ça, c'est comment s'approprier le film, en fait, et c'est dans beaucoup de domaines, en fait. Chacun peut se l'approprier comme il le veut, et ça, quand même, c'est une certaine modernité que je trouve qu'ils ont su amener tous les deux. Et voilà, après, c'est clair qu'on verra si ça va continuer dans ce genre-là, parce que ça peut toujours changer. Parce que, par exemple, tu vois, je parle beaucoup du film Us de Jordan Peele, qui pour moi, c'est vrai, complètement raté dans sa forme, avec l'histoire de ses personnages, mais quand tu analyses tous les symboles, finalement, politiques qu'il y a à l'intérieur, mais tu te dis que c'est énormément puissant, et pour moi, en fait, c'est sur l'histoire des droits civiques, tu vois, que vraiment sur un film d'horreur à proprement parler, quoi. Et je trouve que lui, il n'avait pas réussi, tu vois, à réussir à mettre les deux ensemble, ce que du porno et pour l'instant Calier arrive à faire. Donc, on a quand même un petit truc. Et puis à la française, quoi. Même si c'est vrai que, alors, c'est vrai que certains ont un peu reproché au film de se la jouer un peu à l'américaine. C'est vrai que la fin, ça peut effectivement, ça me fait à chaque fois penser, parce que je le revois très régulièrement, j'ai tellement adoré ce film que c'est vraiment un gros coup de cœur. Et c'est vrai que la fin du film me fait toujours rappeler La nuit nous appartient de James Gray. Tu vois, quand ils sont dans les champs et tout, enfin, il y a cette fin, moi, à chaque fois avec du suspense, ça me fait vraiment rappeler ce passage-là dans le film de James Gray. Mais c'est vrai que ça, je n'ai pas évoqué James Gray. Donc, non, c'est vrai que tu vois, ça m'a fait penser à ce passage-là. Et voilà, et ça, c'est vrai que je crois que c'est vraiment la force de ce film-là, quoi. Mais comme tu dis, je pense que c'est cette génération de cinéastes a la capacité de bien digérer leurs influences et sans les imposer. Ils s'imposent pas un style visuel qui est très référencé ou ni une narration qui fait notamment qui fait nécessairement référence à d'autres films. Donc là, même si certaines scènes comme les scènes de changement corporel de la part d'Émile, ça nécessairement ça évoque Cronenberg, ça rappelle un peu les scènes de La Mouche par exemple, mais je trouve que ça reste quand même relativement subtil, quoi, de la part de Caillé, du Cournot arrivé avec le vélo aussi, le coup du vélo, enfin quand au fur et à mesure du film il arrive à plus en faire. Ça, j'ai trouvé la trouvaille, mais pas génial, quoi.
Voilà, Non, c'est trop vrai. et puis, mais pour revenir sur justement cette espèce de ce qui est revenu beaucoup dans les critiques de la presse écrite et de la presse et des vidéastes sur YouTube ou ailleurs, j'ai un peu de mal avec le côté exceptionnel que l'on essaye de donner au film aussi, quoi. Je trouve qu'il a ses qualités propres également, mais lorsque l'on évoque cette approche fantastique de la part de Caillet pour confronter l'intime et le grandiose, on a tendance finalement à aussi confiner le cinéma français dans certaines caractéristiques un petit peu caricaturales, quoi, finalement. Donc, et justement, plutôt que de présenter le film comme une exception par rapport, je sais pas, des drames ou des comédies dans lesquelles on a tendance à confiner un petit peu le cinéma français, ce qui est absolument faux. Ce film est plus un exemple justement de la capacité du cinéma français à explorer des thématiques différentes et à multiplier les genres. Donc justement, si ça peut ouvrir le spectateur à avoir une conscience un petit peu plus élargie de la richesse du cinéma français qui ne date pas du règne animal ou de cette récente vague de cinéma dit de genre, c'est un bon point de la part de Caillet. Donc et puis le cinéma de genre, c'est une thématique qui est vraiment large et qui mériterait une vidéo à elle-même, mais voilà, je mettrais plutôt le cinéma de genre au pluriel, quoi, en fait, parce que là Caillet justement a la capacité de digérer ces genres, de digérer ces influences et de multiplier les genres. Le film est à la fois un drame familial, un film d'anticipation, un film qui a des côtés fantastiques, qui touche au body horror, qui touche aux dynamiques familiales. Donc les genres sont multiples dans le film. Non, je comprends, hein, je comprends tout à fait, moi. Je comprends tout à fait, mais en fait, à chaque fois quand je revois le film, en fait, chaque scène filmée, ça veut dire tellement de ce qui va se passer, mais sans manière exagérée, tu vois. C'est quand je revois le film, vraiment, en fait, quand il fait la première rencontre avec Fix, par exemple, tu comprends qu'en fait, petit à petit, finalement, ils vont finir par se rencontrer et s'aider l'un à l'autre. Ouais, tout le passage quand il aide à voler à Fix, enfin, moi, je trouve ça complètement bouleversant. Parce que c'est vrai, comme il dit, quelqu'un qui a des ailes et qui ne peut pas voler, à quoi ça sert, quoi. Et en plus, avec une des scènes finales aussi du film, que finalement, savoir voler, finalement, ça ne mène pas forcément à la liberté, quoi. Donc, voilà, il y a tous ces thèmes-là. Moi, c'est vrai qu'il y a juste un petit truc, le petit truc facile, c'était plus une histoire d'amour, voilà, entre Émile et la fille, disons parce qu'elle est un peu différente des autres, donc forcément, les deux personnes vont se comprendre, et donc ça devrait... Ça, j'ai trouvé que c'était un peu facile dans l'écriture, voilà, mais je trouve quand même dans les décors et aussi dans le maquillage et tout, enfin, moi j'ai trouvé ça assez magnifique et c'est ça, réussir à l'approprier avec ce cinéma moderne. Et voilà, mais c'est vrai que ça, c'est la question de moins plus comment ça va vieillir. C'est vrai que tout ce côté, voilà, maquillage et tout ça, comment ça va vieillir, est-ce que ça sera aussi bien que les premières fois qu'on aura vu? Là, c'est la grande question. Et puis en plus, on n'aura pas fait autre chose aussi par rapport à l'histoire. Donc ça, c'est vrai que ça peut penser que ça peut dire. Je pense que la crise climatique étant ce qu'elle est, on est loin d'être sorti de l'auberge. Ouais. Donc là, le film va certainement rester actuel au moins sur cette thématique-là pendant pas mal de temps. Mais après, bon, voilà, l'avenir nous le dira aussi. Mais ouais, tu soulèves un point intéressant sur les personnages aussi, parce que ça soit dans ce film ou dans Les Combattants, et là on sent justement que Caillet vient du scénario. Les deux longs métrages partent vraiment de leurs personnages et restent beaucoup avec les personnages, et c'est ça justement qui crée un attachement, je trouve, particulièrement avec le spectateur. C'est que voilà, il a la capacité de créer des personnages qui sont bien construits, qui sont attachants, que ce soit pour le personnage d'Émile ou le personnage de son père.
Ouais. Comme l'était Madeleine et Arthur dans les combattants, par exemple. Et on reste beaucoup avec les personnages. On comprend justement les situations dans auxquelles ils font face, leur dynamique à travers leurs yeux. Il y a bon là le personnage central bien sûr ça reste Émile pour le règne animal. La caméra le suit souvent. Et justement je trouve que Caillet construit sa mise en scène justement à partir de ces personnages-là, que ça soit pour la mise en place du contexte, l'exploration de la nature, la communion avec l'environnement. On part des yeux d'Émile et on l'accompagne en fait dans ces découvertes-là. Et je trouve que cet accompagnement-là existait déjà via les personnages d'Adèle Haenel et de Kevin Azaïs dans le film précédent. Et ça, c'est ça tient de la mise en scène et d'un élément de la mise en scène dont on parle assez peu finalement, c'est la direction d'acteur. Je trouve que Thomas Caillet reste un très bon directeur d'acteur de ce côté-là. Je suis d'accord parce qu'on a pas mal critiqué Romain Duris d'en faire trop. Moi, j'ai pas trouvé. Je trouvais que justement, ça faisait aussi partie un peu de ce personnage, pas égocentrique, mais quand même, qui sent qu'il aimerait bien s'exprimer, mais il n'arrive pas trop non plus. Donc c'est vrai que des fois, quand il peut le faire, il le fait. Mais je trouvais pas qu'il en faisait plus. Je trouvais que ça allait vraiment justement dans le conflit entre le père et le fils, quoi. Oui, je suis content que tu évoques Romain Duris aussi. Quand dans la critique de François Bégodeau, par exemple, dans la Gêne occasionnée, je pense que il mentionnait Romain Duris comme un acteur établi d'une certaine manière, mais et qui donnait il évoquait un petit peu l'aspect économique de la présence de Caillet, de Duris et des Arcopoulos dans le film aussi, pour que ça amène un certain attrait pour le spectateur d'avoir une vedette de renom dans le film, par exemple, on comprend que ça puisse aussi être un élément qui va faciliter le financement d'un film qui a quand même un budget assez conséquent, je crois que c'est 16 millions d'euros. Mais Duris, écoute, oui, comme tu le dis, moi j'ai été assez étonné de voir qu'il y a eu que globalement il n'y a pas une appréciation de la part surtout des vidéastes et de la presse écrite sur son interprétation et sur ce qu'il est devenu pour le cinéma français, alors que Duris, il a une carrière hyper riche quand même, quoi. Justement, c'est un acteur qui, si tu me permets une petite parenthèse sur lui, bien sûr. Bien sûr. Peut-être qu'on a quand on a un acteur comme ça qui est apparu au cinéma à un âge qui était assez proche du nôtre et qui a commencé dans des films assez générationnels avec Clapiche, même si le terme est très souvent utilisé, je suis désolé de le réitérer de nouveau, de dire que Clapiche est générationnel, mais c'est un peu le cas aussi. Donc du coup, ça rend Duris l'acteur un peu générationnel également. Mais donc on l'a vu évoluer finalement de rôle en rôle de ces manières-là. Et il y a eu des phases. Déjà, c'est un acteur assez instinctif, Duris. Et ça, je trouve que c'est en ça que ce film s'inscrit un petit peu dans sa carrière, justement. Je sais pas si c'est par ce biais-là que Bégodeau disait que l'acteur était un peu établi, mais ce qui est établi dans le film, c'est justement ce côté instinctif de Duris qui est utilisé pour une histoire où l'instinct humain et l'instinct animal qui se confrontent est assez important aussi. Duris, il a été avant le Perry John, il a été découvert dans la rue, quoi, finalement. Donc il y a vraiment cette spontanéité là qui était hyper présente dans ses premiers films. Je sais pas, avec Clapiche, jusqu'à ses collaborations avec Tony Gatliff, par exemple, ou avec Yann Kounen. Et puis après, de film en film, de par ses collaborations, il y a eu des inflexions dans sa carrière qui ont été vraiment intéressantes. Je pense que quand on écoute ses interviews justement sur sa carrière, on se rend compte que l'Auberge espagnole, ça a été un tournant pour lui parce que c'était l'un de ses premiers rôles où la composition était importante, où on partait pas de Duris en tant que ce qu'il est dans la vraie vie, mais il a dû vraiment composer un personnage qui était à l'opposé de lui à l'époque.
Et puis ensuite, il y a eu d'autres inflexions avec Audiard, avec Chéreau aussi. Donc où là, voilà, les réalisateurs ont compris qu'il y avait d'autres choses à explorer en lui que ce côté instinctif. Il y avait et même notamment physique, hein. Au-delà du physique. Exactement, ouais, c'est exactement ça. Ouais, ça c'est très très pertinent. Il y a quelque chose de très corporel chez Duris, et c'est ça qui est très pertinent justement d'avoir pu choisir un acteur comme lui pour le film également. Il y a vraiment une approche très corporelle du jeu. Tu regardes dans sa carrière, il y a quand même eu beaucoup de rôles où le corps et la danse ont eu son importance aussi, ou l'évolution physique, que ça soit voilà, c'est la danse dans Paris de Clapiche, dans L'Arnaqueur, dans sa façon de se fondre dans un corps féminin dans le film de François Ozon, par exemple. Donc non, il y a vraiment une richesse et une multiplicité des rôles de Duris qui est intéressante. Donc j'ai un peu de mal à comprendre cette Surtout que là, on parle de l'évolution du corps. Enfin, justement, voilà, entre les deux, à la fois par Émile et finalement aussi quand ça touche l'adulte, hein, voilà, quand on les voit aussi transformés en animaux. Enfin, ouais, c'est vrai que ça paraît évident, effectivement, qu'il fallait un acteur qui savait jouer avec son corps et le mettre en avant, quoi, en fait. Oui, et puis là, il y a et qui arrive à jouer avec les émotions aussi. Ce qui est intéressant avec Duris maintenant, c'est que depuis quelque temps, il a alors qu'on l'a découvert au début de sa carrière dans des rôles d'adolescent ou de jeune adulte. Là, il est dans une phase où depuis quelques rôles, depuis je pense que c'était Nos batailles, le film en question. Il joue plus des rôles de père ou de mentor, hein, comme on a pu le voir dans Les Trois Mousquetaires, par exemple aussi. Donc là, c'est intéressant tu parlais récemment dans une très bonne émission que tu as fait sur ta chaîne sur Leonardo DiCaprio de sa carrière actuelle aussi. Mais voilà, un acteur qui est né la même année, qui va passer la cinquantaine cette année aussi. Donc là, il est dans une phase de sa carrière qui peut marquer une nouvelle inflexion, quoi, aussi. Donc là, de le voir dans un rôle de père qui comprend justement que la cellule familiale peut s'éclater en fait via diverses raisons en fait, c'est assez intéressant. Tout à fait. Et même Adèle, hein, moi je la trouve très juste dans son personnage, quand elle essaye justement, avec ses jeux de mots, enfin justement, c'est une manière justement de critiquer son métier pour dire que justement elle n'aime pas du tout et qu'elle aimerait faire autre chose, mais qu'elle ne sait pas trop quoi et que finalement ça va sans doute finalement rester. Et voilà le côté aussi de l'émancipation de la femme dans le métier où elle est, même si c'est très peu évoqué, mais justement, c'est là où il est intelligent aussi dans sa manière d'écrire le personnage, et qu'il n'en fait pas trop, contrairement à beaucoup de films voilà, qui auraient joué, je pense, plutôt une fille un peu provocatrice, etc. Non, lui, c'est vraiment dans l'effet inverse, c'est-à-dire assez discrète, mais quand on voit les bons mots pour faire un peu mal, quoi. Oui, au premier visionnement du film, je t'avoue que j'ai été un peu déconcerté par le personnage d'Adèle Exarchopoulos. J'avais du mal justement ça Bégodeau l'évoque aussi un petit peu, à la situer dans le récit, à trouver sa place dans le récit aussi. Je me questionne encore un petit peu à ce sujet-là aussi, mais je pense qu'elle apporte une certaine bienveillance du monde adulte aussi, parce que bon, on le répétera certainement, mais Caillès focus beaucoup, comme dans son film précédent, sur justement le regard adolescent par rapport au contexte actuel, parce que les deux générations qui nous ont suivis sont nées justement dans cet aspect de crise écologique, de bouleversement sociopolitique également. Donc ils doivent, la génération comprend qu'ils doivent vivre avec en fait, et que le changement viendra de leur propre action aussi. Et ça, je pense que Caillé en a conscience dans ces deux films. Mais pour Adèle Exarchopoulos, ouais, je pense que comme le personnage de Nadia, je pense qu'elle s'appelle, cette personne qui travaille dans le restaurant avec Romain Duris, c'est l'un des seuls personnages qui apporte une autre vision, peut-être une vision
d'acceptance plus grande de la part de cette altérité avec les victimes de la maladie, qui permet de dire que même si ce sont les adolescents qui comprennent le mieux finalement ce qui se passe dans ce contexte-là et qui ont eux les outils de pouvoir faire changer les choses, il y a quand même quelques adultes qui gardent cette conscience-là aussi et cette bienveillance, quoi, en fait. C'est vrai, parce que Nadia, c'est ce qu'elle dit à Émile, n'aie pas peur d'eux. Ils font partie, voilà, maintenant de la vie, et il faut surtout pas avoir peur d'eux. Et plus aussi cet élève qui essaye justement de combattre pour cette personne-là, qu'elle soit plus acceptée justement au milieu de la société que d'être renfermée dans les centres. Là aussi, il y a une énorme critique par rapport à ça, ces centres-là. Ça, il faut le savoir, hein. La France est très pointée du bois, justement, par rapport à ces centres qui existent, à la fois pour les personnes en situation de handicap, mais comme aussi pour les personnes âgées, etc. Et ça, c'est vrai que ça a été une belle aussi trouvaille, justement, cette critique-là qu'il a trouvé à faire par rapport à ces petits moments de phrases et de partage, justement, aussi entre les élèves. Et non, mais chaque élève, en fait, est important aussi dans l'histoire, dans l'évolution avec Émile. Quand lorsqu'il arrive en classe et que finalement, tout de suite, les élèves lui rentrent dedans, mais lui, il ne le prend pas mal. Au contraire, il va les laisser s'approcher finalement de lui pour que lui aussi finisse par être accepté par les autres. Et c'est vrai que voilà, ça c'est... Ou autant là, comme je disais tout à l'heure, j'ai pas trop aimé l'histoire. Enfin, j'ai pas trop aimé. Mais c'était un peu facile l'histoire d'amour entre la jeune adolescente et Émile. Là, c'est vrai que c'est un peu plus avec de la retenue, quoi. C'est vraiment à travers les dialogues et puis leur comportement. Et c'est vrai que voilà, dans une bande, il y a toujours le crétin de service, hein, qui est cette espèce de banliné qui est, c'est vrai, qui peut être aussi insupportable, mais que finalement, non, on voit aussi l'évolution. Son évolution de son comportement par rapport à ça, comme le coup, justement, à la fin, quand il arrive à avoir ces trucs-là, c'est pas ses porte-clés, mais c'est là, ces machins là où pour ces instruments à ultrasons. Voilà, l'ultrason, c'est ça, je cherche le mot, et qui est pour essayer de faire la différence entre les humains et les animaux. Et finalement, moi, je trouve que non, au contraire, ça va avec son personnage, parce qu'il est tellement arrogant, provocateur et tout ça, donc ça ne m'étonne pas que ça soit lui qui ait été choisi pour avoir ce rôle-là, en fait. Oui, moi j'ai quelques petits bémols quand même. Je trouve que le personnage est un tout petit peu, vraiment au niveau de direction d'acteur, les vraiment deux mini bémols que j'ai sur le film restent sur ce personnage et sur le personnage de tenancier du restaurant qui travaille avec Romain Duris, celui qui crée les t-shirts pour. Je trouvais que l'interprétation était un petit peu unidimensionnelle. J'ai pas été très marqué justement par les interprétations. J'ai trouvé un petit peu caricatural le jeune lycéen qui se rebute tout de suite. On a du mal à un peu comprendre justement d'où vient cette inimitié de la part de ce personnage. Il a un petit côté méchant, orangina rouge. Pourquoi est-il si méchant? Parce que finalement, qui est un peu gênante. Moi, je l'ai pris comme ça. Il y a toujours un provocateur dans une bande de copains. Oui, bon, je pense qu'il y a aussi une dynamique justement de. Il y a quelques critiques qui parlaient. J'essaie de retrouver l'expression. Je pense que c'était peut-être écran large. Je pense qu'il parlait de teen movie à tendance horrifique aussi. Donc il y a, je pense que c'est très très réducteur de le qualifier comme ça. Mais il y a quand on parlait de mélange des genres, je pense que Caillet est aussi conscient justement de ces dynamiques qu'on retrouve dans les teen movies où il y a des personnages qui sont des personnages d'adolescents qui sont très marqués. Donc le bully, la personne un peu insécure qui ne sait pas comment elle va faire face à cette maladie, l'amoureuse un peu différente, le jeune qui essaye de se trouver. Donc ça, c'est des marqueurs qu'on retrouve un petit peu justement dans plusieurs teen movies. Donc c'est certainement des éléments de genre avec lesquels de nouveau Caillet arrive à jouer. Ouais, tout à fait. Et en ce qui concerne la relation justement entre Nina et Émile dans le film, je trouve que
Caillet, que ça soit dans ce film ou les combattants, arrive à trouver un équilibre assez bon justement dans sa mise en scène et dans sa narration, à donner un point de vue pertinent qui est assez pertinent. Il y a un côté un peu un peu gauche, quoi. Je trouve que c'est là où que le casting d'Émile est assez pertinent, parce que déjà dans sa physicalité, il y a quelque chose, il est un peu encore entre l'enfant dans sa démarche. Quand il marche, tu sais pas trop bien où il va mettre ses bras, où il va mettre ses jambes, il sait peut-être pas très bien se passer dans l'espace également. Donc on sent que c'est un jeune adulte qui est encore en phase de transition, ce qui est très parallèle avec la thématique du film. Et il apporte, il y a quelque chose d'à la fois très enfantin, très animal dans son regard, dans sa manière de s'exprimer aussi, dans sa diction. Je trouve, il y a certaines scènes où sa diction, notamment dans son discours de fin dans la voiture avec son père, où il évoque un passé familial dans la montagne avec sa mère, par exemple, où il revient, il y a presque un dialogue enfantin qui revient en lui aussi, et c'est ça que je trouve extrêmement touchant dans l'interprétation de Paul Kircher, c'est que il arrive justement à jouer avec ces différents niveaux, et Caillet l'utilise très bien, notamment dans une scène qui est très subtilement faite, je trouve, une scène où Nina invite Émile dans son domicile, ils se parlent dans la cuisine et tout se joue en matière de silence, en fait. Émile se place à côté, tu sens qu'il y a une attirance, il y a un désir entre les deux aussi, mais il y a il y a quelque chose d'hyper touchant et d'hyper, c'est pas, on sent qu'ils sont ils ont très envie l'un de l'autre, mais ils restent un peu distants, un petit peu gauche, ils savent pas trop bien comment manipuler les situations. Et je trouve que là, Caillet arrive parfaitement à gérer ce type de scène, comme il pouvait le faire dans les scènes entre Kevin Azaïs et Adèle Haenel dans les combattants aussi. Il y a toujours cette tension qui est palpable aussi. On sent que les personnages ont envie l'un de l'autre, et puis mais il y a cette espèce d'appréhension adolescente qui les bloque un petit peu, et je trouve que voilà, il a une conscience de la dynamique adolescente qui est assez intéressante, Caillet. Ouais. Ça, je suis d'accord. Et puis aussi, dans la voiture avec son père, quand il décide d'aller chercher leur mère, enfin la mère d'Émile, et puis donc, du coup, sa femme, et que lui, il crie le prénom de sa femme, mais au bout d'un moment, Émile, il revient un peu à l'adolescent, enfin à l'enfant, et il appelle maman, quoi, aussi. D'un côté, Lana, et puis notre maman. Cette scène aussi, elle est absolument magnifique, quoi. Il retrouve ce côté humain, enfin, il accepte de se dire que oui, sa mère est peut-être en vie, même si d'une manière différente, mais elle est quand même en vie. Alors que, comme il dit dès le début, quand il rencontre la classe de ses élèves, il la considère comme morte, quoi. Donc, quand on repense à cette scène, enfin, ces deux scènes qui se contredisent complètement, c'est extrêmement fort, ça aussi, quoi. C'est la puissance de Thomas Caillet dans son écriture, quoi. C'est l'une des scènes qui m'a encore le plus touché lors du deuxième visionnement, en fait. Je trouve qu'il y a elle est très casse-gueule, cette scène-là. Elle aurait pu être vraiment faite de manière maladroite, et là, Thomas Caillet arrive à la réaliser de manière assez magistrale, je trouve, parce que voilà, il arrive à utiliser une musique qui est très populaire, la musique de Pierre Bachelet, qui est très, voilà, qui est une chanson qui aurait pu être vraiment mal utilisée dans ce contexte-là, mais il arrive à lui donner une autre dimension, quoi, une dimension qui les rattache à leur passé familial. Donc il y a une conscience que ce passé n'existera plus, quoi. Il y a une approche sur le deuil en filigrane qui est bien sûr présente dans le film. Donc on sait finalement que voilà, il va falloir que ces deux personnages se rendent à l'évidence que leur mère soit ne reviendra plus, ou ne reviendra plus dans les conditions qu'ils ont connues par le passé. Mais
Caillard, il va rendre la scène touchante parce que c'est à ce moment-là où Émile réalise justement quelle est la quête de son père, quel est le drame, la tragédie que son père vit en ce moment, parce que il n'a pas encore conscience que son fils va évoluer de cette manière-là, mais il a conscience que sa femme va très possiblement être perdue aussi. Donc il y a vraiment une bonne dynamique qui s'installe dans cette scène-là entre le père et le fils, où le fils comprend pourquoi son père recherche aussi intensément sa femme, et lui accepte justement de l'aider dans cette tâche, aussi vaine elle puisse paraître au départ, mais c'est ça ça crée vraiment un lien hyper fort et hyper touchant entre les deux personnages. C'est ça, et puis aussi quand finalement son père finit par voir que Émile, ça, lui aussi il est en train de lutter, comme le coup du vélo, là, quand il lui dit essaye de montrer que tu sais faire encore du vélo, et qu'il s'aperçoit qu'il n'arrive pas, et que du coup il veut prendre la fuite, mais finalement son père le rattrape. Ça aussi c'est une des plus belles scènes, je trouve, du film. Oui, c'est une scène de celle-ci, et puis la scène, l'une des scènes finales où Romain Duris comprend qu'il va perdre son fils. Elles sont également très très touchantes, je trouve. Et ça me ramène un peu à ce que Alex disait dans sa revue du film aussi, que concernant le personnage de Romain Duris, parce que c'est aussi un film sur la perte des certitudes. Et là, je trouvais que c'était très pertinent ce qu'il avait dit dans sa vidéo, puisque c'est ce qu'incarne aussi Romain Duris, qui au début est un personnage de père qui est assez bloqué dans ses principes, qui répète à 2 reprises dans le film les citations de René Char, qui a des tu sens qu'il base son l'éducation de son fils sur certains principes très établis, auxquels peut-être lui-même ne croit pas forcément, mais ces convictions-là, justement, elles sont ébranlées au fur et à mesure du film. Premièrement, quand il s'aperçoit que possiblement sa femme ne pourra revenir, et deuxièmement, quand il s'aperçoit que son fils est lui-même atteint de la maladie, puisque voilà, la finalité du personnage de Romain Duris, c'est qu'il a conscience qu'il va se retrouver seul. Donc c'est aussi cette réalisation de sa solitude à venir qui est déchirante pour le film. Lui aussi, il va s'en apercevoir quand il va justement vers la fin aussi aller dans la forêt pour essayer de prendre ses repères, et qu'il voit sa mère et que sa mère le repousse. Lui aussi, il se rend compte qu'il va devoir faire face à toute cette forêt, à tous ces animaux qu'il ne connaît pas. Et la peur, c'est ça, pareil, la peur de se retrouver seul aussi. C'est vraiment dans les deux personnages, entre le père et le fils. J'ai trouvé que cette scène était assez à mettre en parallèle justement entre la scène de fin où Duris laisse partir son fils aussi, et dans cette scène de rencontre entre la mère qui a déjà évolué en autre chose et son fils qui lui est en phase d'évoluer vers autre chose également. Il y a comme on a l'impression d'une louve ou d'une lionne qui laisse partir ses petits, quoi, en fait. Cette scène est très touchante dans la manière dont elle est filmée, parce que les visages se rapprochent, mais voilà, il y a ce geste qui n'est pas un rejet, en fait, qui est juste une façon pour sa mère de dire à son fils, voilà, aie conscience de ce que tu vas devenir, maintenant c'est à toi de vivre sa vie, de vivre ta vie également. Et je pense que c'est aussi le geste que pose Romain Duris à la fin du film également. Complètement, et c'est quelque chose de vrai dans la réalité. Les animaux, ils lâchent leur bébé, au bout de 1 mois et demi, 2 mois, et après ils sont dans la nature. En fait, c'est quand ils n'ont plus besoin de leur mère pour l'été et tout ça, après ils lâchent dans la nature et tout. Et c'est pour ça aussi que du coup, sa mère ne veut pas lui donner cette chance de se rattacher à elle, parce que non, c'est pas possible, quoi. Ils seront pas pareils, et puis ça serait un danger pour lui, justement, à mon avis aussi, qu'il soit près d'elle. Ouais, non, mais il y a tellement de métaphores par rapport à ça. Mais justement, des métaphores, que ceux qui disent qu'on va trop loin parfois dans les films avec nos métaphores. Mais non, ça aussi, Thomas Caillet, il le dit. Je mettrai d'ailleurs un extrait où il en parle, parce qu'il le dit très clairement que pour lui, les métaphores, c'est justement pour raconter cette histoire sur la différence entre
les individus, comment l'accepter, et puis avec ce côté aussi un peu politique engagé, c'est-à-dire, voilà, c'est ça, le côté d'être accepté par les autres, comment être accepté par les autres. Donc, ouais, si, il y a de la métaphore aussi dans ce film. Ah je pense que c'est très conscient de la part de Caillet. D'ailleurs, oui, effectivement, dans son interview à France Culture, il donnait ces trois axes possibles du scénario de son film, mais il a aussi conscience de la multiplicité des autres grilles de lecture qu'on peut avoir aussi. Donc, il contraint pas son film à quelques interprétations. Je pense qu'il laisse suffisamment la place au spectateur d'y voir autre chose, quoi, finalement, de par l'expérience personnelle de chaque spectateur. Et c'est ça qui fonctionne bien dans son écriture, je pense. Ouais, tout à fait. Ouais, ça, on est complètement d'accord. Et puis pour revenir également sur justement ce qu'Alex disait dans la perte des certitudes, je trouve que ça se traduit aussi au niveau de la mise en scène. Il y a juste dans la scène qui suit la découverte du vélo du père dans la nature, le vélo qu'Émile a abandonné, il y a une scène très belle justement où bon, peut-être que je surinterprète, hein, mais où Romain Duris se trouve dans le cadre du bungalow dans lequel ils vivent, justement, et le cadre du bungalow très éclairé l'isole un peu dans une nature qui est dans l'obscurité de la nuit, quoi, en fait. Donc, on voit un personnage qui à ce moment-là est peut-être encore un petit peu bloqué dans ses convictions, qui aura peut-être tendance à vouloir garder son fils auprès de lui malgré ce qu'il arrive, et dès qu'Émile rentre dans le champ par la suite, là la caméra impose beaucoup plus de mouvement, si tu veux. Il y a une fuite en avant du fils, le père qui le rattrape, qui le plaque au sol et qui le retient, mais dont il a conscience qu'il va le perdre aussi. Et je trouve que justement ce cadre dans lequel se trouve Duris traduit bien justement ce qu'il est à ce moment-là, et puis cette dynamique à venir de perte de certitude, justement. Parce que ces principes-là que Duris a au début du film, ces principes de vie, ces citations qu'il répète, il les perd en fin de film, et il y a ce qui est traduit, et c'est là où Caillet reste subtil aussi, parce qu'en un geste, le geste de Duris qui s'avale une bouchée de chips ou de Doritos qui renvoie aux premières scènes du film, où il utilisait justement cet objet ce paquet de chips, justement, pour imposer encore des principes assez restrictifs à son fils sur la qualité de la nourriture, etc. Le principe est détruit par cette bouchée aussi. Il y a quelque chose de vraiment très, il y a une prise de conscience à ce moment-là de la part de Duris qui est hyper touchante, et c'est de la mise en scène. Caillet a pas besoin d'en rajouter, a pas besoin de faire des lignes et des lignes de dialogue pour faire justement comprendre cette réalisation de la part de Duris. C'est ça. Il y a une autre scène, moi aussi, qui m'a beaucoup touchée, c'est quand il finit par accepter ce qu'il est en train de devenir, quand son père qui l'aide à lui apprendre les méthodes qu'il faut avoir et tout ça, et qu'à un moment donné, il sort de chez lui et il téléphone, tu sais, avec sa copine au téléphone, et qu'il lui dit est-ce que tu entends ma voix? Attends, je suis en train de découvrir tous les sons de la nature que j'avais jamais entendus, et attends, j'aimerais bien que tu entends ma voix, est-ce que tu l'entends? Ça m'a crié comme ça. Ils essayent d'échanger, et on s'aperçoit que c'est vrai que l'humain tellement basé sur ses sens, et qu'en fait il les évolue pas. Alors quand on est un animal, on entend tout, quoi. Et ça, c'est vrai que cette scène aussi, elle me bouleverse à chaque fois que je la vois. Voilà, c'est aussi une des plus belles scènes du film, je trouve. Très très touchante aussi. Puis elle, au niveau de sa mise en scène, elle, de nouveau, elle traduit la manière de la capacité de Caillet à justement bien inscrire ses personnages dans leur environnement naturel, et aussi elle traduit le travail du son sur le film, que je trouve vraiment très le César est pas du tout démérité, parce que non seulement dans cette scène-là où justement, comme tu le dis, le son a son importance, parce que Émile a conscience de cette nouvelle surcapacité de ses sens d'une certaine manière.
Je trouve que lorsque le film se permet ces moments un peu poétique, un peu de pause justement et de contemplation où Émile s'enfonce dans la forêt. Avec lui, lorsqu'on accompagne Émile, on a les sons de la forêt sont plus prégnants en fait, sont plus distinctifs, alors qu'ils sont assez étouffés au début du film. C'est un film qui commence dans un contexte déjà très urbain, qui évolue après dans un contexte un peu plus rural ou forestier, mais on n'a pas tout de suite conscience justement des sons de la nature. Et puis après, une fois qu'Émile commence à avoir ses capacités, on entend les craquements de branches lorsqu'il marche dans la forêt, les bruissements des feuilles, etc. Donc je trouve qu'il y a un travail sur le son qui est magnifique dans le film. Et le goût aussi, la nourriture, au début, quand il peut avaler n'importe quoi, justement, comme avec le paquet de chips, mais finalement, petit à petit, on s'aperçoit qu'il va manger que du poisson, finalement. Et que petit à petit, ça va se perdre aussi le goût, en fait, pour manger. Et donc, du coup, elle me fait toujours rire, cette scène, justement, quand il se croit qu'il est tout seul, quand il va chercher son premier poisson, uniquement. Donc, il y a en fait une personne qui l'a vu. J'ai remarqué juste au revisionnement il y a quelques jours que la personne en fond, justement, lui renvoie son pouce levé aussi également. Donc, j'ai trouvé que c'était très drôle. Mais on peut peut-être aussi parler justement, ça nous renvoie vers l'humour du film aussi. Je sais que c'était un des points qui avait un petit peu gêné Julien quand il avait fait sa revue du film également. Il trouvait que l'humour était un petit peu forcé. Personnellement, dis-moi ce que tu en penses. Moi, je trouve que Kaya arrive quand même à gérer les moments d'humour assez efficacement. Pour moi, c'est pas en fait. C'est une satire pour justement critiquer la société. Moi, le pouce bleu, à chaque fois, ça me fait penser une critique à Facebook, tu sais, où on toujours en like voilà, les posts et tout. C'est comme si Nat avait pris une photo, puis voilà, vanille, et tu likes la photo. Bon, ça, c'est mon interprétation, bien sûr. Mais c'est vrai, dans tous les dialogues sur la police et tout, c'est vraiment une satire qu'on nous envoie à chaque fois, pas les bonnes personnes, et qui, en plus, du coup, entre elles aussi, sont sans cesse finalement en conflit parce que du coup ils ne sont pas à leur place. Donc tout ça, il le met à travers les dialogues et c'est des petites phrases comme ça qu'il faut justement écouter. Et pour moi, c'est complètement une critique de ça avec la satire. Oui, parfaitement. Et puis je trouve que c'est aussi il y a une bonne maîtrise de la dynamique humoristique également que je retrouvais déjà dans les combattants aussi. Il y a quelque chose de comment dire un humour un petit peu décalé. Il y a une comment dire, je cherche mes mots, un désamorçage de situation, mais pas un désamorçage qui comme on peut le voir dans certaines comédies américaines, par exemple, ou films d'action américains, par exemple, où le désamorçage est en conflit avec une situation tragique. Par exemple, tu as la mort d'un personnage ou une situation super dramatique qui est complètement désamorcée par un trait d'humour qui détonne totalement avec justement ce contexte dramatique. Là, je trouve que Kayev fait du désamorçage, mais qui a encore conscience du contexte dramatique. Par exemple, je sais pas, on peut donner quelques exemples de scènes, mais la scène du supermarché où Adèle Exarchopoulos trouve Romain Duris qui fait ses achats de matériel, de campement. Voilà, elle lui dit c'est la guerre, mais on sent qu'elle a conscience que Duris fait pas ça pour rien, qu'il est vraiment dans la quête de la recherche de sa femme en fait. Et donc et je trouve que cet humour arrive même chose pour la scène, ça je pense que Bégaudin faisait référence aussi, mais la scène de la fête de la Saint-Jean où t'as un essachier qui arrive derrière un lycéen qui lui pique sa bière et puis lui réagit en disant les essachiers à chaque Saint-Jean vous nous faites chier quoi. Donc il y a des petits traits d'humour comme ça qui sont très bienvenus, c'est un désamorçage. Je sais pas si le parallèle est pertinent parce que ce réalisateur-là joue peut-être plus sur l'absurde, mais qui me fait un peu penser à Pierre Salvadori dans certains de ses films, par exemple, où
je sais pas, dans Les Apprentis, tu as une scène où Guillaume Depardieu réalise que la personne dont il tombe amoureux il a totalement une autre perception de la personne dont il tombe amoureux, et son visage change, et à l'arrière-plan, t'as une vitre qui explose, quoi, en fait, qui fait forcément exploser ses convictions également. Donc c'est un peu ce même genre de type d'humour que Caillet arrive à manipuler, et il le faisait également dans les combattants, Ouais, quoi, les en fait, combattants. où, il y avait beaucoup de traits d'humour qui étaient apportés par le personnage de Kevin Azaïs qui peuvent être mis en parallèle avec ça, notamment l'une des premières scènes où Madeleine et Arnoux se retrouvent bloqués dans un garage sous la pluie, et puis au moment où la tension sexuelle est à son comble entre les deux, t'as Arnaud qui dit à Madeleine bon, je pense que la température s'est calmée et qu'on peut retourner chez nous, alors que voilà, en arrière-plan, la pluie est battante et puis qu'en fait le temps n'a pas du tout changé. Donc non, je trouve que il y a quand même une bonne dynamique d'humour qui est quand même assez qui est apportée par le personnage c'est un peu à ça aussi que ça, c'est un peu à ce désamorçage, je dirais, que sert aussi le personnage d'Adèle Haenel aussi, dans sa façon qu'elle a de capturer la femme poulpe dans le supermarché, dans sa manière de dire que la situation auquelle elle fait face n'est pas tenable et qu'elle veut demander sa mutation. Donc c'est un terme qui est très pertinent dans le film. Voilà. Mutation, je veux dire. Ouais, tout à fait. Non, je suis d'accord. L'humour est vraiment bien placé, et même quand justement François lui rend, sans le vouloir, service, à la sortie de ce magasin, où elle lui dit merci pour votre geste républicain. Enfin, ouais, c'est pareil, quoi. C'est que de la satire. C'est vraiment pas au premier degré, quoi. Tu vois, au-delà du désamorçage, oui, il y a ce petit côté ironique aussi. Là, je l'ai pas entendu parler beaucoup de ça en interview aussi, mais il y a quand même une petite approche ironique des figures d'autorité finalement dans ces films, que ça soit l'armée pour les combattants, la police, la police et l'armée dans le règne animal également. Il y a une petite ironie. Je sais pas s'il a s'il a une expérience particulière avec des figures d'autorité aussi, mais on sent que justement il y a une conscience que le changement et les actions qui peuvent être pris par rapport à ce contexte particulier, tragique, de changement sociétal total auquel les personnages font face, ça ne va pas être les figures d'autorité, que ça soit les médecins, l'armée, la police, qui vont pouvoir y faire face efficacement. Eux, de nouveau, ils y font face de manière répréhensive, de manière... le film se termine carrément sur des scènes, presque de scènes de guerre, où l'armée envahit la forêt, finalement. Donc, il y a toujours des gestes d'incompréhension de la part de ces figures d'autorité, alors que la compréhension elle-même, elle vient justement de ceux qui sont touchés intimement par le contexte et des adolescents eux-mêmes. Et vraiment, on l'a vécu pendant le Covid, enfin, ce côté-là, voilà, c'est ça, enfin, justement, cette opposition entre les forces de l'ordre et puis la population, quoi. C'est clair que nous, on ne comprenait pas pourquoi il y avait les flics, on ne comprenait pas pourquoi il y avait l'armée. Ce qu'on voulait, c'était surtout des médecins et des pompiers. Et encore même les pompiers n'avaient pas finalement autant de place que ça, parce que c'est encore différent entre les médecins et tout ça. Et ça, on a tendance à oublier, mais ils étaient vraiment là aussi. Moi, comme je disais tout à l'heure, voilà, quand j'allais faire ma prise de sang, j'ai vraiment vu l'armée présente, quoi. Voilà, je suis d'accord que ça n'avait pas dû l'être, mais c'est pas nous qui choisissons, et que malheureusement, c'est vrai que ça nous met un peu dans des situations un peu cocasse, parce qu'on ne comprend pas ce qui se passe. En fait, ça nous met un peu justement dans une certaine réalité. Et c'est vrai que c'est ça, en fait, on n'est jamais prêt quand en fait, ça arrive dans la réalité. Et ça aussi, je pense qu'il va appuyer sur ça, Caillet, dans le fond de son thème, par rapport à ça, quoi. On arrive à un truc comme ça, et comment on fait pour y faire face? Et je me rappelle des discours de Macron qui disaient on est en guerre.
Et finalement, la dernière scène du film, c'est exactement ça. On ne sait pas contre quoi on est en guerre, Ouais, mais on donc est en guerre. on a fait face comme si c'était une guerre, comme si physiquement, justement, on a. Et c'est ça, on attend justement de ces figures d'autorité une dose de compréhension finalement Ouais. qu'on ne retrouve pas dans une des scènes de fin du film, après qu'Émile ait été retrouvé dans la forêt après cet assaut policier. Émile fait face, enfin, on sent très bien qu'Émile a plus les capacités d'écrire, commence à avoir des difficultés à s'exprimer également. Ouais. Et le policier en face de lui en a pas du tout conscience, quoi, en fait. Non. Il reste dans ses démarches administratives et il faut que le personnage de François impose un geste pour le repousser, pour finalement partir avec son fils. Donc il y a vraiment, on attend cette compréhension de la part des figures autoritaires qui ne vient pas finalement. Non, c'est ça, complètement. Non, c'est vraiment une très très belle critique par rapport à ce qu'on a vécu. Et ouais, c'est ça. Et quand tu vois que dans Les Combattants, ils en parlaient déjà et que ça a 10 ans, enfin, mais où est-ce qu'il va chercher tout ça? Ça se trouve, c'est peut-être aussi un scientifique, enfin, je sais pas. Mais c'est vrai que c'est assez impressionnant ce côté visionnaire en fait qu'il a, quoi. Même si, bon, visionnaire, ça veut tout rien dire à la fin, mais là, on ne peut pas lui reprocher ça, quoi, en fait. Enfin, visionnaire, je sais pas, mais au moins conscient, quoi. Ouais, Je dirais, il est conscient que je pense que ce que représente ici le personnage d'Émile et dans Les Combattants les personnages de Madeleine et d'Arnaud, c'est que ce sont des personnages qui ont conscience de leur environnement et qu'il va falloir apprendre à vivre avec. Et c'est là où il y a une confrontation avec les figures d'autorité, c'est que les figures d'autorité veulent revenir à une situation précédente. C'est ce que Caillé disait en interview, en fait, hein, ce qui a un peu redynamisé le scénario après la pandémie, alors que quand la pandémie est arrivée, il pensait abandonner son projet. C'est justement ce retour à la normalité que l'on voulait retrouver. Et tu sens que dans les deux films, enfin surtout dans Le règne animal, il y a une volonté de la part des figures autoritaires à un retour à la normalité, de la part des médecins pour traiter des patients, de la part de l'armée pour finalement enfermer et confiner ces victimes qui sont touchées par la maladie, alors que les adolescents, eux, on le voit dans la dynamique entre Émile et Fix, ont conscience qu'il faut apprendre à vivre avec, et c'est là où le film est touchant par son approche de l'entraide, en fait. On a l'une des dynamiques qui s'oppose dans le film, c'est voilà comment on réagit à une situation qui est aussi particulière, qui est aussi inédite dans notre monde actuel. Est-ce qu'on va vers la répréhension, vers le rejet, vers une idée de retour à la normale, une éradication, ou une séparation complète, une ignorance finalement de ce qui se passe, ou est-ce qu'on va vers l'entraide, vers l'altruisme, vers la compréhension de l'autre aussi. Et cette deuxième notion, elle est incarnée dans les deux films de Caillet par la conscience adolescente. Et puis on le voit dans notre monde actuel, hein, finalement, si les militants les plus actifs justement pour prendre les actions nécessaires, c'est souvent les jeunes générations, quoi, finalement. Ouais. Donc, et c'est vrai que là où aussi finalement il n'en a pas rajouté avec son film, c'est aussi par rapport au monde d'après qu'on attendait. Finalement, tu vois, il n'est pas allé jusque-là, non. Finalement, petit à petit, les gens finissent par accepter de vivre avec, mais c'est vrai, jusqu'où ça va nous amener, on ne sait pas, quoi. Et c'est ça qui est génial, c'est qu'il nous laisse la fin en ouverture, comment on veut s'imaginer, quoi. J'avais une question pour toi là-dessus, justement. Est-ce que tu as le DVD du film qui présente... Non, pas encore. Parce que apparemment, le Blu-ray ou le DVD du film présente la fin alternative qui avait été présentée à Cannes, en fait. Puisque quand Caillet a présenté le film à Cannes, il n'était pas totalement terminé. Et donc, il y avait une fin alternative qui, d'après ma compréhension, se passait 1 an ou 2 ans après la fin ouverte actuelle du film. Donc, j'aurais été curieux j'ai malheureusement pas eu la possibilité de retrouver cette fin alternative, mais je serais curieux de la découvrir pour voir. Ouais, carrément. On va essayer de se partager ça, carrément, avec plaisir. D'accord. Voilà, moi je pense avoir fait tout notre tour.
Non, c'est vrai. Ouais, tu voulais rajouter des choses, ça va. Oh, bah écoute, il y a tellement à dire sur ce film. Non, mais on a parlé je trouve que Caillet, c'est aussi comment dire, un cinéaste de la matière, quoi, aussi. Je trouve qu'il y a une conscience de la matière et de la structure. Tu regardes les combattants, bah ça commence directement dans une menuiserie, quoi, en fait, que le personnage d'Arnaud et son frère ont repris de leur père. Moi, je pense en fait que la première scène, ça se passe dans la première scène des combattants, c'est vraiment dans l'endroit où ils doivent choisir le cercueil pour leur père. Mais justement, il y a une discussion sur la matière, sur le bois à choisir. Et puis ensuite, la deuxième scène passe justement dans l'atelier dans laquelle ils décident de construire eux-mêmes leur cercueil pour leur père. Et puis la toute première scène du règne animal, c'est la main d'Émile qui caresse la fourrure du chien Albert. Et donc il y a toujours il y a vraiment un très beau travail sur les structures dans le film qui se traduit. En fait, l'essence de l'être humain, l'ouïe, le goût, c'est ça. Ouais, voilà, il y a une de la structure et d'essence. Ouais, c'est vrai, ouais. C'est pertinent ce que tu dis. Et je trouve que ça se retrouve dans le film, dans la manière dont le personnage d'Émile et les personnages atteints par la maladie évoluent dans la forêt. Il y a toujours, je te dis, avec le travail du son sur le bruissement, on sent qu'il y a que la nature est dense, que la nature est riche aussi. Et dans ça Caillet l'a beaucoup évoqué en interview, hein, la manière dont il l'a construit justement ces personnages qui évoluent vers un autre monde animal. Il joue beaucoup sur ces structures-là. Donc le personnage de Fix, on sait que c'est un mélange c'est une hybridation en lui-même. Je veux dire, la manière de construire le film est aussi à mettre en parallèle avec les thématiques d'hybridation et de mutation du film, puisque pour construire Fix et les autres personnages, il y a des effets numériques, il y a des effets pratiques, il y a du maquillage, c'est juste ça, il y a de l'animatronique. Tout à fait. Donc, je trouve que ça, il y a un beau, justement, il a su utiliser les bons matériaux de mise en scène pour traduire justement l'une des thématiques du film. Et je trouve que ça, tu le retrouves dans les écailles du personnage de Grenouille, dans la viscosité d'un personnage un peu serpent que tu vois dans la forêt également, dans je sais pas, ça me renvoie à un peu comme Del Toro travaille avec ces créatures monstrueuses dans certains de ses films aussi. Il y a quelque chose de palpable dans la structure de ces personnages. Ça, j'ai trouvé que c'était très intéressant. Et puis comme je te dis, je suis assez curieux de voir cette fin alternative parce que je trouve que le choix était bon quand même de Caillet de finir sur une fin ouverte, une fin en mouvement en fait, où on accompagne le personnage d'Émile qui court dans la forêt, et puis la caméra va justement rester sur ce mouvement alors que Émile a déjà quitté le cadre. Donc voilà, c'est avec Émile, le spectateur a conscience qu'on se dirige vers autre chose, quoi, en fait. Ouais. Donc, j'espère pas de suite. C'est surtout ça. J'espère qu'il va pas trop jouer avec eux, quoi. Mais j'espère que rejoindre pas mal là-dessus. Ouais. Non, je pense qu'il y a vraiment une richesse c'est pour ça que je suis assez curieux de voir ce que Caillet, en espérant qu'il mette pas 10 ans pour faire son prochain film non plus, mais moi, tu sais, je préfère un réalisateur qui prend bien son temps de faire son film, que des réalisateurs qui en font une fois et qu'il y en a un sur deux de mauvais. On trouve pas bon, en tout cas, en tant que spectateur. Non, puis je pense que ça le sert en tant que de son passif de scénariste, tu sens qu'il a envie de peaufiner ses histoires et ses personnages avant de se lancer dans la réalisation. Il a bien raison. C'est à son honneur. Et puis je trouve que ça va être intéressant de le voir évoluer parce que on peut déjà noter des différences de mise en scène aussi entre les combattants et le règne animal. Je trouve qu'il y a quelque chose d'un petit peu plus dynamique dans le règne animal. Peut-être pas forcément au niveau. J'essaie de revoir un petit peu les combattants pour voir s'il y avait des différences dans sa manière de travailler les transitions entre les scènes. Mais non, ça reste quand même assez
assez découpé. Il y a pas de fondu, si je me trompe Non. pas, dans le film. Non. C'est vraiment séquence après séquence. Finalement, c'est assez cut. Mais il y a quelque chose d'un petit peu plus, je sais pas, un peu plus ample un peu plus ample dans le règne animal. Ben, il s'autorise quand même un long plan séquence dans la scène d'assaut militaire dans la forêt à la fin du film. Ouais. Il y a aussi une très 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 belle scène du film où alors que le personnage d'Émile évolue dans son devenir de loup, de canidé, monte aux arbres pour hurler à la lune. Là, il y a la caméra qui tourne aussi en même temps avec lui autour des arbres, et ça crée vraiment je sais pas, il y a quelque chose de circulaire, il y a quelque chose d'englobant qui est vraiment vraiment touchant dans sa manière de filmer, quoi. Il se contente pas de faire grimper la caméra avec le personnage d'Émile, il englobe la nature, quoi, en fait. Il y a vraiment c'est ça. La nature fait partie aussi des personnages, en fait. Voilà. Il y a vraiment à faire rentrer les deux en même temps, quoi. Vraiment, il y a un travail du corps, c'est ça, la nature, des éléments de la nature aussi, hein, comme tu disais tout à l'heure, le côté matériel. C'est ça, là, c'est le bois, en fait, hein, tout ce qui est le bois, les arbres, etc. Et que ça va être son nouveau, en fait, monde, en fait, après, quand il va devoir vraiment quitter la maison. Et il pose toutes ces questions-là aussi, quoi. Non, c'est jamais trop rajouté, c'est jamais trop larmoyant. La musique, justement, que je trouve discrète, mais tout à fait juste aussi. Très, très, très bonne musique également. Ouais, il arrive à s'accompagner de bons compositeurs. Je trouve que la musique des combattants était déjà très efficace. Là, il y a quelque chose de très, comment dire, il y a expérimental. Moi, c'est ce que j'appelle. Et puis je crois qu'il s'appelle Andrea Laszlo de Simone, le compositeur. Il utilise sa voix aussi il y a des instants de respiration dans sa musique, qui la rend assez, elle-même assez animale, assez mutante finalement, la musique d'une certaine manière. Donc j'ai trouvé ça plutôt intéressant. Et puis si je me trompe pas, t'es dans la région bordelaise, non? Ouais, c'est ça. Ouais, donc je trouve que l'environnement a été assez intelligemment choisi, puisque la forêt il a vraiment été trouvé des coins de la forêt des Landes, qui est une forêt qui est un champ d'armes, finalement, qui est une forêt artificielle qui a été plantée pour justement artificiellement sur des paysages originellement marécageux pour récolter la résine des pins, donc très alignée, très industrielle et très silencieuse finalement. C'est là où je te dis qu'il y a une différence entre l'approche du son au début et à la fin du film, puisque alors que le personnage d'Émile s'enfonce dans la forêt, il arrive à découvrir des zones qui justement sont foisonnantes de vie, quoi, en fait, qui ont gardé ce quelque chose d'originel, justement, où la nature s'hybride, se transforme naturellement sans que l'homme y ait imposé sa main, quoi, en fait. Et je trouve que là, Caillet a trouvé vraiment des environnements très très riches dans une région qui malheureusement est, du fait de l'action humaine, en manque. Finalement. Oui. Donc, et puis qui a été arraché par les tempêtes des années précédentes et tout. Donc, vous trouvez la vie sauvage de ces lieux-là aussi, c'est pas évident, quoi. Tu vois, j'apprends des choses. Hein, moi, j'avais pas regardé. C'est vrai que je regarde pas spécialement dans les lieux où ça a été tourné, les tournages, mais c'est vrai que oui, maintenant que j'y repense, c'est vrai que ça fait vraiment penser aux Landes. Je pense que les combattants, les scènes de forêt à la fin des combattants ont aussi été tournées dans la région bordelaise, si je me trompe pas. Okay. Donc il doit être assez attaché à la région on s'en va enfin un bon réalisateur de la région. Je ne pas bien. Non, et puis ça je sais plus si c'est Alex qui disait qu'il trouvait l'affiche du film horrible et que ça ne l'enjoignait pas à découvrir le film. Mais je trouve que l'affiche est quand même intéressante de ce côté-là. Moi, elle me fait un peu penser j'ai pas entendu parler Caillet de ça, donc de nouveau, je m'excuse si je surinterprète, mais elle me fait un peu penser aux peintures d'Henri Rousseau, quoi, du douanier Rousseau, où justement t'as une nature foisonnante, tu sais là les deux visages de Duris
et Kircher sont entourés de fougères. Et t'as un peu ça dans ces, on est dedans. dans ces peintures de Rousseau là sur. Bon, c'est plus exotique, c'est plus c'est plus de la jungle, mais tu vois que les animaux ou les personnages de ces peintures sont justement enfouis dans une nature hyper dense, quoi, où une nature qui est très palpable. Et je trouve qu'en ça l'affiche est quand même assez pertinente. Ouais, et puis ça parle de la nature, hein, quand même, d'écologie et tout ça, donc ça fait aussi partie du paysage, hein, c'est vrai. Hein, voilà. Ouais. Non, c'est vraiment une belle découverte, une découverte qui, je suis content d'avoir pu découvrir les combattants grâce à ce film-là aussi, parce que je l'avais manqué à sa sortie, et que je trouve que c'est un film qui est également brillant, également qui traduit une bonne dynamique entre le réalisateur et ses acteurs. C'est pas pour rien, on le voit aussi au niveau des récompenses. Hein. Adèle Haenel a eu le César de la meilleure actrice pour Les Combattants, Kevin Azaïs le meilleur espoir masculin. Là, il y a eu, malheureusement Paul Kircher l'a pas eu, mais qui nommé aussi. Il y avait Kenard face à lui, donc c'était un peu difficile parce que Raphaël Kenard est un peu inévitable cette année. Donc malheureusement pour lui, il est peut-être pas tombé sur la bonne année, mais non, je pense qu'il a un avenir. Il est issu d'une famille très riche déjà au niveau de l'interprétation. C'est le fils d'Irene Jacob. Et puis il a un frère à peu près du même âge qui est aussi très actif en ce moment au cinéma, qui a travaillé dans l'été dernier, je crois, le film avec Léa Drucker, si je me trompe pas. Et donc non, vraiment très 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 prometteur cet acteur aussi. Et puis, il est très naturel aussi dans les interviews. Enfin, très. Il faisait rien parce que des fois, il comprenait pas les questions. C'était Romain ou Adèle qui lui disait ce que ça voulait dire pour le jargon journalistique. C'est vrai que c'était rigolo. Voilà, non, mais c'est ça, il y a quelque chose de très. Qui ont l'habitude du métier, ceux qui commencent, quoi. Il y a quelque chose de très authentique chez Paul Kircher, je trouve. Très, très, c'est ça qui le rend touchant dans le film. Non seulement sa gestuelle, mais aussi, tu sens qu'il y a quelque chose qui reste très naturel chez lui. Ouais. Non, est-ce que tu m'entends encore? Oui, tout à fait. Oui, t'inquiète. Et puis, au niveau des influences, comme on l'a dit également, je trouve que il les manipule, que ça soit dans son interview du Point, il citait Miyazaki, Spielberg, Cronenberg, Shyamalan. Cronenberg, ça me semble, comme on le disait avant, hein, évident dans les scènes de transformation d'Émile, notamment les scènes des. Et Paul l'a dit en interview qu'il lui avait dit de regarder La Mouche de Cronenberg. Ça se voit, ça se comprend. Donc il y a des scènes qui font inévitablement penser à ce film-là. Et puis pour les trois autres, je trouve que la scène du champ de maïs, en fait, traduit peut-être un petit peu. Je la trouve assez magistrale aussi le découpage de l'action. Dans cette scène de poursuite du champ de maïs, où là il y a vraiment au niveau de la mise en scène de Caillet une conscience de la spatialisation aussi, quoi. On démarre avec Émile au niveau du personnage, au niveau du champ de maïs lui-même. On a une autre dimension avec les échassiers qui sont qui sont un petit peu plus haut que le champ de maïs. On a le personnage de Fix qui survole la scène également, donc il y a un aspect vraiment, en plus, il y a du mouvement constant dans cette scène-là. Donc, il y a vraiment une dynamique spatiale qui est superbe dans cette scène, quoi. Et c'est là où ça m'a fait penser un peu à Miyazaki, peut-être pas au niveau narratif ou au niveau des personnages eux-mêmes, mais chez Miyazaki, il y a souvent des figures qui sont assez courbées, assez imposantes, assez, assez fluide, assez ronde aussi. Et les échassiers, c'est dur à dire, se traduisent un petit peu ça aussi. Puis après, le champ de maïs, ça renvoie à Shyamalan pour Signe, à Spielberg pour E.T. un petit peu. Donc, c'est vrai que ça m'a fait penser un peu à E.T. dans certains moments de passage. Alors, je sais plus comment je le voyais, mais oui, avec le personnage Émile, tu ressens un peu le côté E.T. de Spielberg. Ouais, tout à fait. Et Shyamalan, moi,
n'avais pas trop pensé à Shyamalan. Mais... Peut-être dans Signe. Après, je connais un peu moins la filmographie du cinéaste, mais j'ai des souvenirs de séquences à peu près similaires dans ce film-là, si je me trompe pas. Et puis bon, oui, Caillet le citait explicitement dans certains de ses interviews. Après, au niveau film en tant que tel, je crois qu'il en a, corrige-moi si je me trompe, mais il en avait cité 3 au niveau des films qui l'ont peut-être pas influencé pour la manière de diriger Le règne animal, mais au moins qu'il a gardé en tête dans certaines dynamiques. C'était Un monde parfait de Clint Eastwood. Bon là, je pense que c'est peut-être pour la relation de filiation. Il y avait Il était un père de Ozu, et puis je sais plus le titre français, je crois que c'est À bout de course, Running on Empty de Sidney alors moi, Lumet. je l'ai vu, mais je n'ai pas su pourquoi. Alors peut-être encore la relation de la famille qui essaye de s'entraider entre eux. Ou peut-être l'approche adolescente aussi, parce que je trouve que ce qui est touchant dans le film de Lumet, c'est justement la mise en scène du réalisateur pour les relations, en ce qui concerne les relations adolescentes entre le personnage de River Phoenix et celui de Martha Plimpton. Il y a vraiment, comment dire, il y a une subtilité, quoi. Il y a une approche qui est touchante, qui est authentique dans la manière de filmer le manque d'expérience des relations, enfin le manque d'expérience des adolescents, la manière un petit peu hésitante de s'approcher l'un et l'autre également, et pourtant malgré ça un attachement émotionnel entre les deux personnages qui va au-delà de tout, quoi, en fait, qui est également très très touchant. Et ça, j'arrive à le retrouver dans Les Combattants, ou dans la relation entre le personnage de Paul Kircher et puis celui de son amoureuse dans le film. Ouais, on a oublié son nom. Ouais. Non, moi, je l'avais dit, mais je ne sais pas si ça a été enregistré parce qu'on a eu des problèmes techniques. Moi, j'avais dit que le côté dans le champ, ça me faisait penser à La nuit nous appartient de James Gray. Cette poursuite justement avec les forces d'ordre et tout, même avec les gens du village, on ne sait pas que des forces de l'ordre. Et donc, ce côté du suspense, justement, quand il suit à la trace dans les champs, etc., moi, ça me faisait vraiment penser à ça. Mais c'est vrai que je n'ai pas entendu parler de James Gray. Et pour les mots répétitifs, comme au début, effectivement, tu m'avais cité Chaplin. Et c'est vrai que ça fait penser un peu à cet humour répétitif. Tu sais, au début, quand il y a ce conducteur qui lui dit à quelle époque ? Ouais, quelle époque ? Ah, quelle merde. Enfin, tu vois, ça me faisait penser un peu à l'humour de Chaplin, alors par la parole, mais pour le côté répétitif, justement, de cette situation. Oui, il y a des échos, un peu comme dans l'utilisation des chips au début et à la fin du film, quoi. Donc c'est en ça que je trouve que l'humour est pas. J'ai pas forcément trouvé l'humour forcé. Je trouve qu'il s'insérait quand même assez subtilement ou habilement, en tout cas, dans certaines scènes pour bien les renforcer. Et puis, je pense que ça Caillet le disait également en interview, il y a aussi dans notre vie de tous les jours, les moments les plus tragiques sont souvent désamorcés par des petits points d'humour, parce que c'est l'humour, c'est la politesse du désespoir, quoi. Donc il y a aussi cette manière d'apprivoiser le tragique grâce à l'humour. Il y a un côté protecteur dans l'humour aussi. Et puis là, les deux personnages ont besoin de protection, quoi. Donc tu sens que ça, Caillet en a conscience également. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Et puis que ça sert aussi justement à critiquer le système. Enfin, quand le père et le fils au début parlent, il dit aujourd'hui il faut désobéir. Et puis en plus, il lui dit alors pourquoi je t'obéis ? Non, mais moi je suis pas le système, c'est différent. Voilà, il y a vraiment des petits dialogues. Ouais, c'est un peu là où le personnage de Dury, c'est un peu coincé dans ses principes au début du film aussi, quoi, où justement il parle de système aussi, alors que lui est en plein dedans. Et en plein dedans, il est enfermé dans sa voiture, dans un embouteillage, il aligne cigarette sur cigarette, donc il y a malgré lui cette il veut s'en sortir, quoi, mais il sait pas comment. Ouais, exactement. Super. Moi, j'ai fait le tour du film.
Non, bah, moi je pense. On essaie d'être surpris quand même au spectateur. Ouais, on va essayer de pas bon, de toute façon, pas tout dire. Je pense qu'il y a suffisamment de degrés d'interprétation dans le film. La seule chose que je pourrais rajouter, là aussi, dis-moi si tu as la même impression, mais je trouve que dans ces deux films et dans ses interviews, il est très agréable à écouter, Caillé, dans ses interviews. Il est très généreux, justement, et très authentique, quoi. Tu sens qu'il y a pas de, il est pas prétentieux. Et moi, je trouve que de ces deux films, il y a une, c'est peut-être un petit peu naïf ce que je dis, mais il y a une sorte de bienveillance chez Caillet, je trouve. Voilà, on sait qu'on va aborder des sujets qui sont tragiques, qui sont hyper sérieux, parce on est dans une situation écologique, économique qui est difficile à affronter. On ne sait pas vers quoi on se dirige, mais il arrive à imposer à garder une petite dose d'espoir, hein, d'où la fin assez ouverte de ces deux films, je trouve. Il y a quand même des personnages, Émile pour un film et puis Madeleine et Arnaud pour l'autre, qui véhiculent justement une conscience de là où on est, mais une possibilité d'espoir, quoi, finalement, malgré ce qu'il arrive. Et ça, je trouve que dans le t'es bien placé, t'es mieux placé que moi pour le savoir. Tu travailles sur YouTube, tu sais que la méchanceté gratuite arrive facilement aussi au biais de commentaires rapides et confinés dans un nombre de caractères précis. Donc ça fait du bien de voir des réalisateurs qui arrivent à insuffler des petites doses d'espoir, des petites doses de bienveillance, ici via le personnage d'Adèle Exarchopoulos. Parce que je pense qu'ils respectent autant ces acteurs que les spectateurs. Je pense qu'ils sont au même niveau, en fait. Il n'y a pas une, comment dire, il n'y a pas quelque chose de didactique, quoi, chez Caillet. Il n'y a pas, didactique est peut-être pas le bon terme, mais c'est pas professoral, voilà. Il y a pas un ton professoral de la part de Caillet sur des sujets qui sont extrêmement importants. Et c'est ça, je trouve que c'est vraiment pertinent d'aborder ces thématiques par le biais de l'intime. Oui. Donc, pour vous rappeler que malgré ces époques qu'on peut vivre dans la réalité aussi, on est tous des humains. Quelles que soient les parties où on fait, que ce soit des militaires, que ce soit des docteurs, on est tous des humains. Et que c'est vrai que c'est dans ce moment-là qu'on se retrouve tous au même niveau. Enfin, on est censé, en tout cas, pour justement s'entraider. Et c'est vrai, et pourtant, sans en rajouter, quoi. C'est vraiment par sa manière de le raconter qu'il n'en rajoute pas. C'est ça qui est vraiment très fort dans ce film, quoi. Non, ça se voit dans son scénario, dans sa mise en scène, avec cette espèce de fluidité, dans la manière dont la caméra est à hauteur de personnage, parce que, comme on l'a dit, la caméra est souvent au niveau des yeux d'Émile aussi, hein, donc c'est vraiment de son point de vue que les thématiques majeures de l'histoire sont abordées. Donc non, voilà, moi j'ai apprécié ce sentiment de bienveillance que j'ai ressenti à la projection des deux films. Ouais, je suis bien d'accord. Ouais, on est d'accord là-dessus. Oui, parce qu'on en voit d'autres, des films sur la fin du monde et tout. Ouais, voilà. Voilà, quoi. Mais on a... Donc là, donc, ça nous donne, ça nous laisse sur une petite dose d'espoir au moins. Ça fait du bien. Complètement. Ben voilà, moi je pense vraiment avoir fait le tour du film. Est-ce que toi tu veux rajouter quelque chose? Juste te remercier, hein, Peggy. Merci pour ta générosité, merci pour ton accueil. Un petit bonjour à tous nos amis, Samir, Julien, Valérian, etc. Donc ils se reconnaîtront. Mais non, merci, ça m'a fait énormément plaisir de discuter avec toi. Je pense qu'on a abordé beaucoup de thématiques très très intéressantes. Et mais merci. Et puis j'espère qu'on aura d'autres occasions de se retrouver. C'est vraiment un plaisir partagé. Et puis tu reviendras de toute façon pour l'autre film, que tu sois au Québec ou en France. Écoute, on se tiendra au courant. Exactement. D'échanges que j'adore avoir et voilà, quoi. Et c'est vrai que je veux pas être arrogante ou prétentieuse, mais c'est vrai que ce que j'aime avec ma chaîne là,
j'arrive vraiment à imposer mon côté, tu vois, vision de la politique, du cinéma et que du coup, les gens qui me regardent ont compris ça. Donc du coup, quand ils m'invitent des personnes, on en parle, tu vois? Ce côté politique enfin, le sens politique de l'image et cetera, ce que ça veut dire et cetera et ça, vraiment, c'est vrai que ça commence à être ma victoire un peu avec ma chaîne et du coup, voilà, c'est absolument génial de rencontrer, des gens comme toi qui sont complètement ouverts, sur la discussion, voilà, avec Cinéphile, Valérian, quand on a parlé d'Oppenheimer, j'ai eu, sur le dernier Scorsese, voilà, c'est des échanges absolument magiques, donc non, merci à toi, vraiment de Ah ta bah, disponibilité et puis des échanges aussi qu'on peut avoir sur les réseaux sociaux, donc merci vraiment, encore une ça m'a fois. fait extrêmement plaisir. Merci beaucoup. Merci. Merci, Bah, à du bientôt. coup, si vous avez, vu le film, eh ben, n'hésitez pas à nous dire, ce que vous en avez pensé, dans les commentaires, ils sont là pour ça et puis, bah, je vous dis à très bientôt pour un prochain rendez-vous. À bientôt. Salut Peggy. Salut. J'avais l'impression que cette métaphore de la transformation de l'homme à l'animal, elle permettait d'aborder un certain nombre de sujets et de problématiques qui me tenaient à cœur, quoi. En premier lieu, la façon dont ça transforme le corps, je pensais que ça pouvait être une bonne métaphore pour parler de ce que ça veut dire devenir adulte, de passer de l'adolescence à l'âge adulte. Donc il y a au cœur de ce récit quelque chose un récit d'initiation, d'émancipation, donc ça c'est vraiment le premier cœur narratif. Après, j'ai l'impression aussi que ça permettait de donner un angle intéressant, original à la relation entre un père et un fils. Donc ça, c'est vraiment le deuxième cœur narratif du film qui concerne donc Romain et... Bonsoir. Bonsoir Romain. Et je trouvais que c'était intéressant de voir comment, qu'est-ce que c'est cette relation, comment elle se transforme, qu'est-ce que ça veut dire transmettre, est-ce que c'est dans un sens, dans deux sens, et au-delà de ça, ça pouvait interroger notre rapport au monde, quoi, à l'environnement, à la nature qui nous entoure. Donc j'ai l'impression qu'on pouvait comme ça avoir plusieurs sens possibles avec cette hypothèse fantastique. Il y a des gens qui sont bouleversés par l'histoire d'amour entre ce père et ce fils. Il y a des spectateurs qui sont touchés par la mutation, par le parcours d'Émile. Il y en a pour qui c'est l'univers, le fantastique, le fait que c'est pas forcément un genre qui est très fréquent en France. Donc en gros, tous les niveaux de lecture qu'on a essayé de donner à ce film, j'ai l'impression qu'ils sont lisibles. Donc ça, je trouve ça me touche. J'ai senti de l'enthousiasme énorme de vraiment des gens qui l'ont pris vraiment fort, quoi. Et même j'ai eu des témoignages de gens qui mettaient des jours à le digérer et qui le gardaient avec eux, quoi. Plusieurs journées, voilà, ça les habitait. Donc en général, c'est bon signe. Ouais, c'est bon signe. C'est une mutation, c'est un phénomène récent, complexe, et j'admets volontiers, on ne comprend pas tout. La dimension père-fils dont vient parler ce que vient de dire Thomas, de transmettre, d'observer un être qui se développe, qui va plus vite que nous, de vouloir au départ le guider, puis ensuite se sentir un peu impuissant, puis finalement après l'accepter comme il est et s'adapter, évoluer. Voilà, c'est un film la trajectoire du personnage, elle est assez incroyable parce que ça bouge tout le temps, quoi. Ça va vite et tout ça, toujours porté par un amour, je pense, sincère vis-à-vis de son fils, sa femme, sa famille qu'il essaye de protéger au début du film. Le cœur du film, c'est la relation entre un père et son fils. Et autour d'eux, il y a des personnages et des situations que cette transformation va dérégler. Donc ça génère de l'action, ça génère de la comédie, ça génère du chaos. Donc voilà, ça a permis aussi d'essayer plein de choses. C'était d'ailleurs un tournage hyper intense, donc c'était à la fois éprouvant, excitant et voilà, toujours intéressant et inventif, quoi. Je me souviens qu'on a parlé du trajet de ce père, quoi. Du trajet de ce personnage, de comment
comment le rapport se modifie entre lui et son fils, à quel moment on passe d'un instinct de protection à un partage, à un regard, à de la compréhension, à de l'entraide. Parce que le personnage que joue Romain évolue énormément, c'est aussi un personnage très physique. Donc ça, on en a parlé rapidement. Enfin, cela dit, moi je faisais absolument confiance à Romain pour l'incarner dans toutes ses couches. Et voilà, ce que Romain dit pas, c'est que c'est vraiment un acteur infatigable. On peut lui demander énormément de choses, quoi. Et il est tout le temps en train de chercher une façon nouvelle d'entrer dans une scène, de suggérer des choses qui ne sont pas forcément écrites. Donc ça a été surtout sur le plateau, en fait, ce travail-là. Ça t'a fait quoi quand maman elle a commencé à changer? Faut me faire confiance. On va la retrouver. Bah, au scénario, on a laissé on s'est laissé libre, quoi, d'avancer. C'est vrai qu'au bout d'un moment, on a compris que ça allait être un film cher, ambitieux, quoi, comme on dit. Après, ce qui est vraiment compliqué, là où c'était parfois vertigineux, c'est dans toute la partie de la prépa, donc l'année qui a précédé le tournage, où on rencontre plein de gens qui nous disent que tout ce qu'on veut faire est absolument impossible. Donc on prend conscience petit à petit des contraintes de chacun, qu'il va falloir aussi s'intéresser à des technologies qui sont très étrangères, quoi, par rapport au langage habituel de la mise en scène. Normalement, on est là avec une caméra, on cherche avec les comédiens sur le plateau. Là, il y a eu toute une phase en amont où on a aussi cherché comment fabriquer ces transformations, ces mutations, comment on allait filmer ça, comment on allait découper ça. Donc ça a été très long. En revanche, quand on arrive sur le plateau, tout ça est réglé. Ce qui était beau, c'est qu'on a retrouvé cette simplicité, en fait, on mettre les acteurs au centre. Ça ne veut pas dire que c'était facile, mais en tout cas, il y avait à la fois ce rapport très simple au jeu, et chaque jour des dispositifs et des situations qui changeaient. Donc ça, c'était, je trouve, chaque jour il y avait un peu un challenge différent, quoi. Donc ça c'est précieux sur un plateau parce qu'on s'endort jamais, quoi. On a tourné le film quasiment exclusivement en décor extérieur. Il y a beaucoup d'action, il y avait tout le temps soit une course-poursuite, des bagarres, des fuites et des scènes de très grande intensité sur le plan dramatique, quoi, ce qui se passe entre les personnages. Donc voilà, je crois qu'on s'est pas ennuyé. Les recherches commencent à peine. Ça va aller. Il y a des survivants. J'en ai vu hier soir. C'était intense, quoi. Vraiment intense. De par les émotions traversées, de par la relation évidemment père-fils, de par le monde qui bouge, qui évolue, les créatures qui traversent, le rapport physique à certaines scènes, les courses, la fuite. Ouais, c'est vrai que c'était riche tout le temps. Même la direction de Thomas est assez exigeante à toujours nous faire dépasser la prise qui fonctionne, aller chercher ailleurs, autre chose, différemment. C'était riche, quoi. Tout le temps, tous les jours, on se couchait, on était bien, quoi. Non, mais vraiment, il n'y avait pas beaucoup de place à la frustration. Ça, j'aime. T'as peur des créatures? Faut apprendre à vivre ensemble. Bah, le choix qu'on a fait, c'est de tout combiner. C'est-à-dire qu'on n'a pas fait le choix d'une technologie exclusive parce qu'on avait vraiment l'impression qu'au bout de 4 plans et demi, le spectateur averti, il va se rendre compte, il va voir le truc. Donc on a essayé de combiner sans arrêt toutes les technologies. Elles y sont toutes, hein. Ça va vraiment de trucs hyper artisanaux de cinéma, de trucage ultra simple où on triche dans la profondeur de champ, etc., à des choses hyper technologiques de VFX en passant par du make-up, par des choix d'acteurs déjà, des gens qui ont des corps particuliers ou des savoir-faire particuliers. Il y a des effets plateaux, il y a vraiment de tout. D'une part, je m'étais empêché de voir toute image des séquences dans lesquelles je n'étais pas, donc j'avais envie vraiment de garder de la surprise. Et puis les créatures, quoi, je ne savais pas la place qu'elles auraient, je ne savais pas à quel point elles allaient être suggérées ou vraiment visibles et réelles. Donc le film, je l'ai pris, ouais, c'était une nouvelle expérience, quoi, par rapport au plateau, quoi. Et personnellement, j'ai adoré, donc j'étais transporté, quoi. Faut pas avoir peur. C'est vraiment un élément parmi d'autres de ce mélange des genres, quoi. C'est-à-dire que je trouve que la comédie
Quand on l'enlève complètement, j'ai plus une impression de réalisme. Je trouve que dans toutes les expériences qu'on vit, même dans les expériences qu'on peut avoir dans la vie, dramatiques, tragiques, il y a toujours la comédie s'invite toujours, il y a toujours des éclairs, il y a de lumière, il y a toujours quelque chose qui se passe, comme ça qui fait qu'une expérience elle est jamais tout noir ou tout blanche. Et moi, c'est dans l'expérience que peut être un film de genre, je trouve qu'être trop monochrome, être tout le temps dans le même ton, voilà, c'est pas vraiment ce que j'avais envie pour ce dont j'avais envie pour ce film. Je voulais qu'il y ait quelque chose qui soit très divers, que ça soit qu'on vive le film comme une expérience diverse, quoi. Donc l'humour, ça en fait partie, et ça permettait aussi d'amener de la lumière à un projet qui par ailleurs est aussi dramatique. Si on t'attrape, c'est terminé. Tu seras tout seul. Tu comprends ça?